Regardez 100% Jeunesse, le magazine Nouvelle Génération avec Continuum Concept Store à Metz. Salut à vous et bienvenue dans 100% Jeunesse, le magazine Nouvelle Génération. Prenez place, on est ensemble pour ces 26 prochaines minutes. Voici sans plus tarder le programme. On évoquera le X chez les jeunes, la pornographie, ses dérives, mais également ses conséquences psychologiques, alors que 4 sénateurs veulent mettre une loi en place pour durcir justement l'accès à ces sites réservés aux adultes. Le revenge porn aussi, qui concerne 4 jeunes sur 10 qui en sont victimes. C'est quoi concrètement? On vous dira tout. Et puis dans la continuité, un témoignage exclusif, celui de Mathieu qui vient de se lancer sur la plateforme OnlyFans pour échapper justement à la précarité. Il vend à des dizaines de clients virtuels son corps. Le Conseil UNICEF des jeunes de Lorraine organise le 20 novembre prochain, lors de la Journée mondiale de l'enfant, un concert pour récolter des dons. L'occasion pour nous de revenir sur ses engagements pour les droits des enfants. Et puis dans notre esprit d'artiste, préparez vos vocalistes car on reçoit Valentin Milarski, chanteur lyrique. Pour lui, l'opéra, c'est du théâtre chanté. Il nous dira tout. Mais avant ça, place à l'actu pressée, c'est parti. Bonjour à mes invités, à mes trois invités qui vont m'accueillir et qui vont m'accompagner pour ces 26 prochaines minutes. Mais avant ça, on vous montre les 3 actualités qu'on a retenues. La première, ce sont ces étudiants en médecine qui sont appelés à faire grève tous les jeudis et vendredis jusqu'au 17 novembre. Une mobilisation contre l'ajout en médecine générale d'une 4e année d'internat dans les déserts médicaux. Cette réforme, qui vous l'aurez compris, est très controversée par les syndicats étudiants, doit voir le jour à la rentrée prochaine. Un chiffre, 54%. Il s'agit du pourcentage de jeunes qui n'ont pas de revenus suffisants pour financer leur quotidien, selon une étude StaffMe publiée le vendredi 28 octobre. Plus de 7 jeunes sur 10 sont contraints de réduire leur consommation quotidienne à cause de l'inflation. Ils sont même 64% à travailler davantage pour survenir à leurs besoins. Alterner la vie étudiante et la vie professionnelle, on sait à quel point cela peut être très compliqué. À quoi vont ressembler les prochains mois? Voilà une question que se posent les jeunes agriculteurs de Moselle. Une année 2022 marquée, vous l'aurez compris, par de nombreux problèmes, dont la sécheresse et la guerre en Ukraine. Répercussions directes qui impactent, vous l'aurez compris, l'intégralité de la profession. Ça a principalement impacté l'élevage bovin, enfin l'élevage en général, même ovin, puisque il fallait aller donner à boire au parc, donner à manger. C'est du temps qu'on consacrait aux animaux que d'habitude on n'a pas forcément besoin de consacrer autant de temps. Et pour les céréaliers, les cultures de printemps, comme l'orge de printemps, les tournesols, le maïs, ont quand même été impactés durement. Le rendement n'était pas là, quoi. Un propos recueilli par notre journaliste Lucie Philippot. 2 tiers des enfants de moins de 15 ans ont déjà visionné des images pornographiques selon le rapport Porno, l'enfer du décor. Dans notre sujet pornographie, les dérives de la jeunesse classée X, on en parle tout de suite dans Actu Pur. C'est parti. Alors, vous le disiez dans les titres, 4 sénatrices ont rendu public un rapport qui rapporte que 2,3 millions de visiteurs uniques de moins de 18 ans se rendent chaque mois sur un site X. Est-ce que ça vous étonne, vous, avec vous qui êtes sur le plateau Valentin, est-ce que ça t'étonne qu'il y a autant de jeunes de moins de 18 ans qui ont accès à des sites porno? Non, pas du tout, parce que le problème, c'est que Internet, du coup, est libre pour tout le monde et environ des gamins qui peuvent avoir de 10 à 18 ans ont déjà un portable et savent déjà s'en servir. Donc, c'est aussi le fait d'en parler du bouche à oreille aussi qui peut aussi favoriser ce genre de choses, en fait. Sophie, est-ce que ça vous inquiète justement que autant de jeunes aient accès à des sites porno comme ça depuis chez eux, depuis leur chambre? Tout à fait, c'est très inquiétant et c'est pour ça qu'aujourd'hui la protection de l'enfance s'intéresse à cette problématique parce que aujourd'hui c'est un enfant sur 4 qui souffre de harcèlement, qui souffre de diffusion d'images à caractère pornographique. Donc aujourd'hui l'appareil numérique doit être maîtrisé ou en tout cas être accompagné par les parents. Alors accompagné par les parents mais également peut-être pourquoi pas par le gouvernement parce que justement pour réguler les accès à ces sites, les sénateurs, 4 sénateurs en tout cas proposent des solutions pour
pour analyser justement le facial par intelligence artificielle pour vérifier l'âge finalement des jeunes. Est-ce que pour vous, selon toi Maxime, c'est la bonne solution pour un peu réguler les accès à ces sites classés X ? Je ne sais pas si c'est vraiment la bonne solution, mais en tout cas, c'est sûr qu'il faut faire quelque chose parce qu'Internet, c'est devenu un outil qui est à la portée de tous et il va falloir commencer à contrôler un petit peu ce qui se passe sur Internet, ce que les jeunes font sur Internet aussi, mais commencer déjà par limiter ce qu'on peut trouver sur Internet et limiter cet accès. Il faut quand même le dire que le téléphone, en tout cas l'acquisition du premier téléphone est tombée à 9 ans, ce qui pourrait peut-être, selon vous Sophie, expliquer un tel chiffre, 2,3 millions de visiteurs. Oui, aujourd'hui, on s'aperçoit vraiment dans les écoles primaires que la plupart des élèves ont déjà un téléphone portable. Après, qui dit téléphone portable ne dit pas forcément accès à Internet, mais aujourd'hui, souvent, les enfants, en tout cas entre 10 et 14 ans, ont accès à Internet à travers le téléphone portable, mais aussi grâce aux tablettes, les ordinateurs, la PS, les Nintendo, enfin tous ces jeux, voilà, ces accès. Ils ont également aussi accès aux réseaux sociaux. Donc souvent aussi, ce qu'on s'aperçoit, c'est que les enfants qui n'ont pas de téléphone portable utilisent les téléphones portables des parents et ont accès aux réseaux sociaux des parents. Alors ça, c'est encore plus questionnant. Bon, et ouais, justement, on va pouvoir en parler avec le revenge porn qui concerne également justement ces parents qui ils vont falloir avoir une méfiance. Alors le porno également peut renvoyer à une mauvaise image. Là, je parle de violences faites aux femmes. Le porno trash qui est un peu aujourd'hui finalement un peu le porno mainstream, ça peut finalement tanguer Valentin, parce qu'on utilise beaucoup le porno, en tout cas beaucoup de jeunes disent on prend le porno pour éducation. Est-ce que toi tu comprends cette phrase ? Non, parce que je pense que le porno en soi c'est quelque chose qui est pour moi complètement faux et en fait qui n'éduque pas du tout. C'est clairement pas ça qui va en fait les aider. Ça va plus, on va dire, au moment entre guillemets de l'acte, ça va pas les aider, ça va plus, on va dire, les frustrer parce que l'un ou l'autre aura des attentes différentes. Alors que, pour moi, le porno c'est complètement quelque chose qui n'est pas vrai. C'est quelque chose de complètement fictif en fait, complètement écrit. C'est une scène. C'est de la fiction. C'est de la fiction. C'est entre guillemets du cinéma. C'est ça. On va poursuivre justement notre entretien sur ce sujet, mais avant je vous propose d'écouter ce témoignage exclusif, celui qu'on appellera Mathieu. Il a 26 ans et rien ne le prédestinait un jour à vendre l'image de son corps, mais alors qu'il se retrouve au chômage, les fins de mois sont compliquées, il faut donc trouver une solution pour payer les factures et la plateforme OnlyFans est la bonne. Écoutez. Je venais de perdre mon emploi avec un loyer à payer, il faut bien trouver un complément de revenu pour réussir à subvenir à mes besoins comme ça du jour au lendemain. Comme je savais que j'allais être sans salaire pendant au moins deux mois minimum, je me suis dit qu'il fallait que je me trouve un complément de revenu pour continuer à payer mes factures et j'ai trouvé OnlyFans qui est une certaine facilité, on va dire, d'avoir un complément de revenu. Je me suis inscrit, j'ai mon compte qui a été approuvé 2 jours après et une fois que mon compte a été approuvé, c'est là que j'ai commencé à mettre du contenu dessus et du coup le premier mois j'en mettais tous les jours pour attirer entre guillemets le client et attirer les gains. Il y a des photos de moi nu, il y a des photos, des vidéos de masturbation, il y a des vidéos de fellation, de ce genre de contenu, mais voilà, on reste vraiment sur de la pornographie amateur. Ça rapporte plutôt pas mal, en tout cas ça fait un bon complément de revenu, c'est pas un salaire. Moi je touche à peu près 300 € par mois en moyenne. On peut affilier ça à de la prostitution. Après c'est quelque chose de virtuel, quelque chose qui n'est pas réel, les gens je ne les connais pas, je ne sais pas qui ils sont, je ne connais même pas leur visage. Je sais que c'est du contenu que je diffuse, on va dire, de manière restreinte sur internet, donc il peut avoir des soucis peut-être plus tard, des photos qui rentrent dans ma vie professionnelle ou des collègues tombent dessus, je ne sais pas. Il y a toujours ce risque, on peut se dire que un jour peut-être que ça me retombera dessus, mais pour l'instant j'avoue que je ne m'inquiète pas plus que ça, on verra bien. Et comme Mathieu, ils sont plus de 2 millions d'utilisateurs et de créateurs sur cette plateforme OnlyFans selon le média The Garden. Et je précise également qu'OnlyFans n'est pas simplement une plateforme qui accueille du X, même si une grande majorité de ces créateurs produisent du contenu pornographique. Est-ce que vous avez des connaissances, vous, des connaissances proches, des connaissances éloignées qui sont sur ces plateformes OnlyFans, mais également Mims et tant d'autres applications, Valentin ? Moi, pas vraiment. Après, c'est plus ce qu'on voit, par exemple, sur les réseaux sociaux. Des fois, il y en a qui affichent leur contenu justement pour qu'ils puissent après regarder, etc. Mais après, moi, je connais personne de mes amis proches ou quoi que ce soit qui fasse ça, en fait, pas du tout. Maxime, de ton côté ? Pas du tout.
Pas du tout, pas du tout. Alors sur le moment, c'est un peu compliqué d'avoir, j'imagine, du recul, mais est-ce qu'à long terme, ça peut avoir des conséquences psychologiques? Là, Mathieu nous le disait, et pour l'instant, il est un petit peu peut-être inconscient du rythme. Est-ce que ça peut avoir des répercussions, Sophie? Je pense que ça peut avoir vraiment des répercussions à plus long terme sur la relation qu'il pourra avoir, une relation amoureuse, une relation, je dirais, sexuelle avec une personne. Voilà, aujourd'hui, on est caché derrière un écran, on n'a pas forcément conscience des conséquences de l'acte, mais il faut bien savoir que sur Internet, on retrouve tout et à tout moment. Donc même si c'est quelque chose d'éphémère qu'il va utiliser pour arrondir ses fins de mois, c'est quelque chose qui pourra être toujours retrouvé, toujours remis en avant dans sa vie. Oui, parce que le risque, c'est que tout ce qu'on poste sur Internet reste sur Internet et peut à un moment ou l'autre être ressorti. Mathieu nous le disait également, c'est l'appât du gain finalement qui le stimule un peu. Est-ce qu'on peut devenir accro à ces applications, à la pornographie d'une manière générale ? Sophie, vous qui êtes au contact de tous ces jeunes quotidiennement, est-ce que vous avez des jeunes qui viennent vous voir et qui n'arrivent pas à décrocher? C'est de l'argent facile. En quelques minutes, vous pouvez avoir une certaine somme. Donc aujourd'hui, on est quand même dans une société de consommation où on a des jeunes filles qui ont envie, parce que effectivement, la société nous renvoie ça, avoir un beau sac à main, des belles chaussures, la dernière veste à la mode. Et c'est ce qui doit inquiéter les parents. Vraiment, quand on voit sa fille, son fils rentrer avec des baskets à 600 ou 700 euros et un sac Dior, on doit commencer à se poser des réelles questions sur comment elle a pu recevoir ou en tout cas s'acheter ce genre de produit. Il est question de prostitution, on aura l'occasion de revenir largement sur ces sujets qui concernent également les jeunes dans une autre émission. Un autre sujet qui concerne la pornographie, le revenge porn. Mathieu, tu as déjà entendu parler de ce sujet ? Mathieu, pas du tout, c'est Valentin qui est avec nous, confond avec tous les invités. Valentin, revenge porn, ça te dit quelque chose? J'en ai très peu entendu parler. Maxime, un petit peu plus. Un petit peu. Qu'est-ce que c'est concrètement le revenge porn, Sophie? Alors le revenge porn, ça consiste à se venger d'une personne en diffusant des contenus sexuels. Ça peut être une photo, une vidéo, ça peut être aussi des textos à caractère sexuel. Vraiment, le but est d'humilier la personne et tout ça en le faisant sans son consentement. Donc il y a une véritable intention de nuire à la personne qui est en face de vous. Pendant le confinement, on a vu un bond exploser. 57% des jeunes ont été victimes de revenge porn. C'est le confinement, c'est le fait de se retrouver peut-être avec des relations amoureuses à distance. C'est ça. À vrai dire, le revenge porn, c'est quelque chose qui date de 1980, donc c'est pas du tout quelque chose de nouveau, mais c'est vrai que ça a pris un essor lors du premier confinement parce qu'on a eu vraiment des jeunes adolescents qui ont été séparés physiquement de leur ami, de leur compagne. Donc il y a eu ce phénomène de sexting. Donc le sexting, c'est vraiment la diffusion d'images et de vidéos à caractère pornographique et puis de textos, je dirais, à caractère sexuel. Donc les jeunes ont communiqué comme ça a été assez naturel et ça a pris une ampleur assez importante durant le confinement, effectivement. Valentin, Maxime, si vous êtes victime de revenge porn, ce que je ne vous souhaite pas, est-ce que vous arriveriez à en parler à vos parents? Valentin? Je sais pas, ça dépend. C'est délicat. Moi, je pense qu'à mon avis, ça dépend la gravité de la situation. En tout cas, moi personnellement, je sais que j'ai une relation j'ai une relation de confiance avec mes parents, donc je sais que je pourrais leur en parler. Après, le problème, c'est que si on va plus loin, effectivement, en fait, dans le domaine du pénal, de la justice, c'est toujours plus compliqué de s'adresser à quelqu'un qu'on ne connaît pas. Donc voilà, moi, c'est ça. Maxime, toi, tu arriverais à en parler? L'avis est partagé avec Valentin. Moi, j'ai aussi une relation de confiance avec mes parents, donc je pense que ce serait un peu plus évident pour moi de leur en parler, un peu plus facile que pour certains jeunes qui malheureusement n'ont pas forcément leurs parents qui sont toujours là à côté d'eux et qui n'ont pas forcément cette relation de confiance avec leurs parents. Donc je pense que ça dépend des jeunes, mais dans mon cas, oui, je pense que je pourrais leur en parler. Oui, le dialogue n'est pas toujours facile entre les enfants et les parents. Qu'est-ce qu'on doit faire, Sophie, si on est victime de revenge porn? Parce que j'imagine quand ça vous arrive, vous tombez un petit peu des nues, vous êtes un peu désemparé, vous avez toutes les critiques derrière, vous vous sentez un petit peu humilié. Qu'est-ce qu'on doit faire? Surtout en parler.
Il faut vraiment en parler à un adulte. Alors, c'est vrai que quand on a la possibilité de parler à ses parents, il faut vraiment expliquer les choses. Souvent, les jeunes ont un sentiment de honte de devoir parler de leur intimité à leurs parents. Donc, c'est déjà aussi une étape qui est compliquée entre un parent et puis son enfant. Et puis, vraiment, lui expliquer aussi à son enfant que c'est pas de sa faute. Alors, peut-être qu'il était consentant lors de cette prise de photos ou de cette vidéo, mais en tout cas, il n'était pas consentant pour la partager. Et c'est quelque chose qui reste de l'ordre de l'intime et qui reste entre les deux personnes qui ont cette relation amoureuse et qui ne doit pas sortir de ce cadre-là. Et très rapidement, on va évoquer que la justice peut intervenir et il y a des sanctions, ce sont lesquelles? Oui, tout à fait. Alors depuis 2016, si vous voulez, le code pénal dit que vous êtes passible d'une amende de 5 000 € avec une possibilité d'emprisonnement de 2 années. Voilà. Et le premier cas qui a été jugé a été en 2016 un jeune père de 35 ans condamné à 2 ans de prison avec sursis et une amende de 5 000 €. Bon, le message est passé, j'espère que ça va dissuader certains de se venger avec le revenge porn. Merci en tout cas pour cet échange très constructif, on espère avoir peut-être alerté sur certains sujets. À présent, on va parler de l'UNICEF. Alors on connaît tous un petit peu l'UNICEF plus ou moins, on en a tous entendu un petit peu parler. Il représente justement le droit des enfants et vous organisez le 20 novembre prochain, c'est la journée mondiale de l'enfance. Maxime, avec tous tes autres membres du conseil de l'UNICEF de la Lorraine, un grand concert. Qu'est-ce qu'on va y retrouver dans ce concert? Alors du coup, c'est un concert caritatif, solidaire pour l'UNICEF. Du coup, à l'occasion de la Journée mondiale de l'enfance et la célébration du 33e anniversaire de la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant. Donc à ce concert, on va retrouver des musiciens, des chanteurs qui viennent bénévolement pour faire un petit peu leur passion aussi. Pour nous faire un beau concert à cette occasion, faire une belle fête tous ensemble. Donc l'entrée sera libre et gratuite et le but, ce sera à la fin. On aura un stand de produits solidaires, de gâteaux, de boissons pour justement où tous les fonds seront reversés à l'UNICEF. Parce que l'année dernière, c'était un peu l'année Covid, ça a été un petit peu compliqué. Vous avez tout de même récolté plus de 450 €, c'est important de le souligner. La programmation, c'est laquelle? Ce sont que des jeunes Mosellans, c'est ça? Alors c'est des jeunes Mosellans, on reste vraiment axé sur du local. Donc on aura des chanteurs, on aura du rock, on aura de la guitare, du violon, on aura plein de choses qu'on n'a pas forcément l'habitude d'entendre, on n'a pas forcément l'habitude de se déplacer pour entendre ces différents types de musique. Donc ce sera aussi l'occasion de tous se réunir et de pouvoir partager ensemble une certaine passion. Bon, le rendez-vous est pris, ça sera le 20 novembre prochain. Toutes les informations sur vos réseaux sociaux, UNICEF, _6 en fonction des réseaux sociaux, Lorraine. Mais avant ça, je vous propose de regarder le Zoom. Il a ramené la médaille à la maison. Il fallait que je la fasse, cette transition. Hugo Gandeka est sacré champion du monde de karaté full contact. Une victoire qu'il a remportée à Venise le 29 octobre dernier. Il est licencié du club d'Audun-le-Tiche. Une grande fierté pour celui qui est aussi sapeur-pompier. Écoutez. Ça représente beaucoup de travail, beaucoup de sacrifices. Donc ce titre, c'est aussi une grande récompense personnelle de tout ce travail et tous ces sacrifices menés en amont. Et nous aussi, on le félicite, toutes nos félicitations. Place à notre dernière partie d'émission. Vous la connaissez et vous l'attendez. C'est notre esprit d'artiste. C'est parti. Et on reçoit cette semaine Valentin Milarski. Valentin, une petite question. Comment on se prépare pour l'hiver, pour pas avoir mal à la gorge? Parce que moi, j'ai mal à la gorge depuis 15 jours, j'arrive pas à m'en sortir. Comment on fait quand on est chanteur lyrique? Déjà, bien s'habiller et puis éviter de prendre trop le froid, boire beaucoup de thé. Moi, c'est ce que je fais en tout cas. C'est ça, parce que là, tu as bien vidé le verre et puis tu as un col roulé. C'est ça également, le petit gage qui permet justement de ne pas tomber malade. Tu as commencé à chanter à l'âge de 10 ans. De base, c'était plutôt parti pour la pop, le jazz, et après c'est le chant lyrique. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi? Ouais, alors disons qu'à l'entrée à la fac, j'ai commencé à écouter un peu de musique, etc. Et j'ai commencé à entendre un air d'opéra. Et j'ai voulu en savoir un peu plus en fait sur ce que c'était réellement, parce que j'ai toujours aimé le classique, mais l'opéra c'est encore autre chose. Et j'ai entendu, et là j'ai eu comme un coup de foudre, vraiment, et je me suis dit, pourquoi pas? Alors j'ai commencé du coup à faire seulement des imitations, parce que je n'avais pas encore pris de cours de chant lyrique.
Et je me suis dit, bon, ben, j'ai peut-être une carte à jouer là-dedans. Donc j'ai été voir quelqu'un en fait qui est aujourd'hui mon mentor entre guillemets et qui me donne des cours de chant lyrique et qui m'a dit que j'avais du coup entre guillemets un grand potentiel et que j'avais sans doute une grande place là-dedans. Et donc du coup je continue parce que je me dis que c'est peut-être fait pour moi. En tout cas j'ai envie d'avancer, j'ai envie vraiment de faire ça. Donc voilà. Il faut croire en ses rêves. C'est un milieu un petit peu méconnu, alors peu connu du grand public, hein, le chant lyrique, et d'ordinaire, on n'a pas l'habitude de voir des jeunes qui ont 24 ans comme toi. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'il fallait, ça n'a pas été compliqué d'affronter finalement ce public? Ça a été difficile à certains moments pour toi, non? L'opéra, ça n'a rien à voir, surtout quand on prend la génération d'aujourd'hui. C'est clairement pas le style en fait de chanson que les jeunes écoutent en fait, tout simplement. C'est vraiment quelque chose de tellement différent et on va dire que je m'y retrouve moi-même parce que j'aime ça, mais je veux dire quand je sais pas, je vais chanter devant des gens jeunes ou moins jeunes, je vais pas toucher forcément le même public. Après, ça peut effectivement donner l'envie d'écouter ce genre de musique, donc c'est, on va dire, un point bonus pour moi. Mais voilà, enfin, c'est quelque chose de très différent et qui est c'est un milieu très très fermé. Donc en tout cas pour y accéder, en tout cas en tant que chanteur lyrique. Bon, en tout cas, on te souhaite d'y aller dans le chant lyrique. C'est déjà bien débuté. Tu dis surtout que le chant lyrique, c'est un peu l'opéra, c'est l'opéra du théâtre chanté. Explique-nous. En fait, de base, l'opéra, c'est du théâtre chanté. C'est-à-dire que quand vous arrivez dans un opéra, tout simplement, vous avez déjà une grande scène avec énormément de fauteuils. Et en fait, c'est quoi l'opéra? C'est une histoire jouée. Donc en fait, il y a énormément de personnages, une intrigue, forcément avec des personnages principaux qui vont chanter leur amour, leur désespoir. Et donc du coup, ça forme un opéra, une histoire qui peut se passer, qui dure entre guillemets de 2 à 3 heures, voire plus selon les compositeurs. Mais c'est un milieu qui est extrêmement impressionnant et touchant. Alors tu es ténor, ça veut dire que tu es la plus haute voix finalement que peut avoir un homme. Du répertoire d'homme, ouais. Ouais, je me suis approprié le vocabulaire, hein. tu tiendras note. Comment on échauffe un petit peu sa voix? Parce que est-ce qu'il y a des techniques particulières? Oui, on va dire que c'est des vocalises, on va dire entre guillemets banales, mais qu'il faut en fait faire le plus régulièrement possible. C'est-à-dire que si à un moment donné, moi je vais oublier de le faire. C'est quotidien finalement. Voilà, c'est quotidien, c'est une rigueur à faire. Comme par exemple ne pas sortir, ne pas boire autant et tant d'alcool, etc. Voilà, par exemple, on s'échauffe, je sais pas moi, je vais faire et je vais commencer à faire, on va dire à monter entre guillemets dans la gamme. Après, il va y avoir d'autres exercices aussi, par exemple de respiration, puisque le chant, de base, c'est de la respiration. Donc voilà, enfin, il y a encore énormément de choses. Je pense que si je devais en parler, je prendrais 5 heures, mais c'est extrêmement passionnant. Et tu t'es justement entraîné en backstage parce que tu vas nous chanter dans un instant un opéra. Ici même sur ce plateau, c'est quel chant qu'on va pouvoir avoir le droit? Je vais vous interpréter du coup El Luce van le Stelle, donc du coup de Puccini dans l'opéra Tosca. Bon, on a déjà très très hâte, on va écouter ça avec attention. Merci Sophie, merci Maxime, merci Valentin et merci également à vous pour votre fidélité. Je suis extrêmement ravi de vous retrouver tous les 15 jours avec des thèmes, j'espère, qui sont un petit peu croustillants, un peu sympas, en tout cas je l'espère. Nous on se retrouve dans 15 jours, le mardi 22 novembre à 19h sur Moselle TV, 19h30 sur Vosges Télévisions. Et tout de suite c'est Valentin Milarski en live dans le plateau de 100% Jeunesse. À bientôt, la bise. Lucevano le stelle e noleggiava la terra stride all'uscio dell'orto e un passo sfiorava l'arena. Entrave la fragrante mi
dea fra le braccia. Oh, dolci baci languide, carezze, mentre io fremente le belle forme di sceglie dai velli. Svani per sempre sogno mio d'amore, l'ora è fuggita e mai ha disperato, e mai ha disperato. E non amato mai tanto la vita, tanto la vita. C'était 100% jeunesse, le magazine Nouvelle Génération avec Continuum Concept Store à Metz.